Bienvenue dans cette émission spéciale 40 ans de Saint-Quentin en Yvelines consacrée à la culture. Comment le domaine culturel a-t-il évolué en 40 ans? Quels sont les enjeux aujourd'hui? Quels seront les enjeux demain? Pour en parler, trois invités. Jacques Pornon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, de la scène nationale. Et donc, voilà, qui est un élément très très important de la culture sur le territoire. Éric Ardin, bonjour. Vous êtes libraire, vous êtes le directeur des librairies du Pavé. Et vous êtes un historique, si je peux dire, de la culture sur le territoire, puisque vous avez connu au fond les 40 ans d'évolution. Et puis, Robert Cadalbert, vous êtes le président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Et c'est vrai que j'allais presque dire au départ, Saint-Quentin en Yvelines et la culture, c'est presque un pléonasme. On va voir tout ça, mais on va commencer d'abord par la partie historique, donc les premières années. Éric Ardin, je vais peut-être commencer avec vous, parce que c'est vrai que vous avez connu le territoire dès ses débuts, si je puis dire. Oui, tout à fait, dès l'origine de la ville nouvelle, et même un peu avant, puisque, en effet, la notion même d'animation dans la ville nouvelle a été développée à partir d'un colloque qui s'est tenu à Avignon, post 68, où oui, il y a un esprit 68 tout à fait, où le groupe central des villes nouvelles s'est très rapidement posé la question de l'implantation de groupes de préanimation, puisque c'était avant tout équipement dans des champs sur ce territoire. Avec l'idée que voilà, la culture, ça ne doit pas être éloigné de la population, que la population est aussi actrice de la culture. C'est un peu ça l'idée de départ. Oui, enfin, il y avait une question quand même d'accueil des nouveaux habitants. On partait de rien. Je pense qu'en fonction des interlocuteurs, il y avait des arrière-pensées différents, et que l'établissement public de Saint-Quentin, comme les autres établissements publics, ou que ce soit le groupe central des villes nouvelles, en mettant en place des équipes culturelles sur les différentes villes nouvelles, avait pour objet quand même de provoquer en quelque sorte des élus et de créer quand même un irréversible au niveau de la ville nouvelle et d'accueillir les nouveaux habitants. Alors vous êtes dans leur dimension culturelle. Le fondateur de la PASC, l'association pour la promotion des activités socio-culturelles. Le lien socio-culturel, il existe, il est important dès le départ? Oui, dès le départ, c'était relativement important, puisque d'abord, il y a donc un groupe d'animateurs qui a été mis en place, surtout des musiciens, des comédiens, des spécialistes de la vidéo, qui à cette époque-là étaient extrêmement embryonnaires, qui ont été mis en place, ça s'appelait le groupe Organon. Organon, c'est ça? Organon, oui. Qui a donc été installé par donc, le groupe central des villes nouvelles et l'établissement public pour l'accueil des nouveaux habitants et développer des premières activités culturelles, avec notamment une programmation autour de la ville-dieu. Autour de la ville-dieu. Et avec un peu d'autogestion, cet esprit 68 ans. Alors ensuite, s'est posé en effet la question de l'accueil des nouveaux habitants et puis de ceux qui existaient. Il existait quand même des fédérations et des mouvements d'éducation populaire. On était quand même dans un mouvement post-68 art où on pensait qu'on allait pouvoir changer la ville, changer la vie, et que les mouvements d'éducation populaire, que ce soit les MJC, les Francs et Franches Camarades, la Folle ou autres, étaient des mouvements assez implantés sur la ville nouvelle, et dont sont issus d'ailleurs beaucoup de responsables politiques. Oui, c'est vrai qu'il y a un lien. Il y a aussi un lien entre la politique et la culture dès le début. Il y a aussi cette idée, peut-être que dans un territoire qui n'a pas d'histoire, la culture peut en tenir lieu. C'est fondamental. Nous sommes tous des immigrés à Saint-Quentin-en-Yvelines. À 95%, nous sommes tous des immigrés. Et donc, il fallait absolument créer du lien, tisser du lien. Et c'est vrai que la culture, la vie associative, alors entre le social, le socio-culturel, comme on dit, et la culture, il n'y a pas de frontières très, très fermées. Mais en tous les cas, pour nous, ce qui était important, c'est que les gens qui arrivaient, qui connaissaient rien, soient accueillis, rencontrent leurs voisins. On a eu un phénomène énorme, c'était effectivement le Carnaval des Ténèbres, où on allait réveiller les voisins en faisant la fête. Tout ça, c'était l'esprit de faisons en sorte que les gens se connaissent et inventent leur propre culture, leur propre histoire. C'est un lien social, oui, en même temps que culturel. Un mot peut-être sur ce Carnaval des Ténèbres, c'était énorme. C'est la mémoire collective, je pense que tout le monde en parle. Le Carnaval des Ténèbres a été un grand succès, d'abord par l'implantation du Théâtre de l'Unité, qui était à initiative. Ça faisait partie donc également de la politique de la PASC à l'époque. Et puis également la vie associative extrêmement intense. Robert le disait, mais c'est vrai que
la structuration de la vie associative a été extrêmement importante. Moi, personnellement, j'ai créé, en l'espace de 3 ans, aidé à créer 80 associations. Donc, au niveau statut, et ces nouveaux habitants qu'on accueillait ont commencé par des choses extrêmement simples sur l'organisation de la vie locale, la vie dans les logements ou accession à la propriété ou locatif. On permettait aux gens de se rencontrer d'abord, d'échanger la perceuse, d'échanger des services. Et puis peu à peu, la vie se structurait, les besoins augmentaient. Et bien sûr, derrière ça, il y avait quand même la culture qui émergeait. Donc le Carnaval des Ténèbres a été un moment très très fort et a eu son succès, pas parce que c'est des professionnels qui ont implanté le carnaval, mais parce que le carnaval a été pris en charge par la vie associative locale. C'est ça. Et qu'il y avait des concours de bandes pour le carnaval, il y avait dans tous les quartiers une prise en charge par la vie associative. Jacques Bourdon, alors, on parlera après plus concrètement des lieux culturels, notamment du théâtre de Saint-Quentin, mais est-ce que quand vous êtes arrivé ici, cette sorte comme ça d'ébullition, de prise en main par les habitants de la culture, vous l'avez senti ou c'est quelque chose qui est très différent au fond de ce que vous faites vous dans une scène nationale? C'est encore très très présent. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable en arrivant, et j'ai eu l'occasion de le dire, notamment à Roland Nadeau, que j'avais rencontré à ce moment-là, pour qu'il me raconte un petit peu l'histoire de la ville, qui était le prédécesseur de Robert Cadalbert. Et je lui ai dit, je ressens ici quelque chose de l'utopie de la création des maisons de la culture. Et pourquoi? Parce que la première réunion à laquelle j'ai assisté en tant que directeur de la scène nationale, avec des spectateurs, c'était avec les relais. Et j'ai rencontré des relais, alors que le théâtre existe depuis 1993, qui me disaient, on est relais depuis 20 ans, depuis 25 ans. Pourquoi? Parce qu'ils étaient relais à la Pasque, ils étaient relais au Pollen, qui ensuite a fait la préfiguration et est devenu scène nationale. Donc il y a une continuité humaine, une continuité militante, on va dire, et on a encore aujourd'hui des relais au théâtre, qui sont plus d'une centaine, qui réunissent des abonnés autour d'eux, etc. À peu près 1500 abonnés à eux tout seuls, ces 100 personnes-là, qui sont issus de cette histoire-là. Donc il y a un vrai lien, et moi ça m'a frappé beaucoup. Vous êtes issus vous-même des maisons de la culture, donc... oui, entre l'histoire de la ville elle-même et cette fondation autour d'un projet culturel, et puis les bâtiments, parce que certains opposent, disent maintenant c'est des bâtiments, il y a des réalisations comme ça très, très spectaculaires, et c'est plus l'histoire ancienne. Et en fait non, il y a un vrai lien, il y a une vraie histoire, et on continue. Moi je trouve que cette ville continue de se nourrir de son projet culturel initial, avec évidemment tous les équipements culturels qui existent partout, les médiathèques, enfin bon, on en reparlera peut-être, et les, on va en parler. Et les différentes salles. Pour en dire un mot, il y a eu une volonté politique très forte quand même, oui, de créer, que chaque lieu ait son lieu culturel, ses lieux culturels, puisqu'il y en a beaucoup, peut-être trop aujourd'hui, on y reviendra peut-être tout à l'heure. Mais... La culture est une compétence partagée entre les communes et l'agglomération. Et je vois d'autres villes nouvelles, prends la partie Cergy. Nous, on a pris la culture comme étant une mission partagée, et on a créé par exemple un réseau des médiathèques qui est assez exceptionnel, hein, même s'il évolue tous les jours. Et ce réseau de médiathèques, on a voulu qu'il y ait une médiathèque dans chaque commune. Et cet objectif de faire des équipements, bien sûr, la politique culturelle, c'est pas qu'une politique d'équipement, mais elle est quand même importante si on veut que cette vie associative, cette vie culturelle, puis les gens puissent se rencontrer, se nourrir de la connaissance, de tous ces gens-là. Il faut quand même des lieux. Voilà. Et donc, depuis le départ, avec Roland Nadeau, on a effectivement créé ce réseau de médiathèques, une maison de la poésie, 8 salles de spectacle, dont la scène nationale. Mais il y a d'autres théâtres sur le territoire. Enfin. Donc on a effectivement investi dans la culture de façon très 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 importante. Oui, mais je crois que là, il y a quand même une question de dépossession par les institutions, par la politique, des faits de la culture. Je crois que là, il y a mal donne au départ. C'est-à-dire que quand la question qui s'est posée, c'était de dire est-ce qu'on peut faire l'animation et concevoir la culture dans une ville nouvelle où on parle de strictement rien de chant par rapport à une ville traditionnelle qui a une histoire, qui a des équipements. Est-ce qu'on peut faire une autre culture au fond ? Donc on était vraiment dans la mouvance de mai 68 et de se dire la ville nouvelle, c'est un terrain d'expérimentation sociale extrêmement importante et innovante. Et les choses ont changé avec le temps et qu'au départ, les gens qui arrivaient étaient vécus comme des contre-pouvoirs par les élus en place. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à regarder toute la classe politique qui a suivi, Roland Nados, Rimbaud, Robert et autres. Et les élus des villes nouvelles sont issus de cette vie associative. Sont issus de cette vie associative.
Et on a pensé qu'on pouvait en effet traiter la culture autrement que par les lignes budgétaires habituelles et institutionnelles, les logiques d'MJC, les logiques des maisons de la culture avec les lignes de financement. Et vous avez l'impression d'avoir été dépossédé un peu de ça Oui, je pense qu'il y a un moment donné où, en effet... Et vous le regrettez ou pas? Il y a eu l'institutionnalisation de la culture et par des politiques de ministère, alors que justement la PASC était une espèce d'idée de se dire, allez, on va supprimer toutes les lignes budgétaires affectées à la culture, au socio-culturel, au social, etc. On va mettre tout ça dans un melting pot, un gros pot qui était la PASC, hein, et à l'intérieur de ça, les associations, les élus et les structures mouvement éducation populaire, on va se débrouiller pour faire quelque chose d'exceptionnel. Et au bout d'un certain temps, les élus, les communes ont repris, comme dans une ville traditionnelle, la politique d'animation, la politique culturelle, et ont mis en place des équipements avec des logiques d'équipement. Alors qu'au départ... On va parler dans la deuxième partie justement de la mise en place de ces équipements, mais il y a un groupe qui fait un peu le lien entre ce que vous disiez et peut-être l'institutionnalisation, c'est le groupe Black Blanc Beurre qui a débuté ici à Saint-Quentin, et je vous propose de regarder un sujet sur les 3 B, qu'on vous dit, Black Blanc Beurre, à la Meurize. Bonjour, Météo B3. Alors, nous commençons par l'anticyclone qui débute le jeudi soir. Vendredi, quelques éclaircies sur le littoral. Nous passons à samedi où You got it, boy! Yo! Les B3 entendez Black Blanc Beurre ont le hip-hop au beau fixe. Avec Rapetipa, leur dernier spectacle en date, dont la première représentation aura lieu jeudi prochain, ils reviennent en force chez eux, à Trappes, après 10 ans de tournée, avec une dernière apparition très remarquée en Afrique du Sud. C'est en tenue décontractée, survêt, collants, baskets et foulards, qu'ils répétaient cette semaine à la Meurize. L'occasion à la pause de s'offrir une petite visite guidée des coulisses, café en main, et de découvrir les autres B3. On y va ? Les loges, c'est là-haut. Et puis là, on arrive sur les costumes. Les costumières s'affairent, dernier point de couture avant de donner aux danseurs leur tenue de scène. Tout le monde est sur le pont et le stress monte, surtout pour Claise, le petit dernier de la troupe. Je vais mettre vraiment, comme on peut dire, la patate, quoi. On va passer donc à la deuxième partie de cette émission, c'est-à-dire ce qui s'est construit dans les années 90, du rêve à la réalité. Alors 1993, il y a la construction du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça, c'était un énorme chantier, évidemment. C'était une décision importante. Et effectivement, pour nous, d'avoir la scène nationale dans un équipement phare au centre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Puisque nous, on a voulu que dans ce centre de Saint-Quentin-en-Yvelines, il y ait à la fois, bien sûr, du commerce, comme ailleurs, mais on voulait de la culture, on voulait l'université, on voulait de l'emploi, de la mixité, de toutes les fonctions pour faire. Et dans les fonctions, d'abord la culture au cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines, avec ce théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est le phare, effectivement, de la culture. Jacques Bourdon, pour les gens qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est une scène nationale ? Une scène nationale, c'est un équipement qui a une vocation à présenter des créations, créations d'envergure nationale, internationale, à faire un travail aussi de diffusion et de circulation des œuvres, et aussi, et ça c'est moins connu, et ça rejoint peut-être la question de l'utopie et du rapport avec la création et la culture, un travail d'éducation et de formation le plus large possible, d'ouverture à des nouveaux publics. Ce que vous faites... ce qu'on essaie de développer au maximum. Et ça, c'est quelque chose d'important parce que je pense que ça, en partie... C'est là que vous êtes l'héritier. Ça ne répond pas complètement, mais en partie, je pense que les uns les autres, que ce soit au Prisme, que ce soit à la CT, que ce soit au Bel et Bas, que ce soit à la scène nationale, on hérite, c'est-à-dire d'une certaine manière, vous avez, entre guillemets, perdu peut-être un contrôle sur les choses, mais vous avez gagné, c'est-à-dire qu'effectivement, la culture, il n'y a pas de ville, franchement, moi qui est un peu bourlingué, il n'y a pas de ville, il y a quoi, 140 000 habitants ici 150 maintenant. Il n'y a pas de ville de 150 000 habitants en France, en tout cas aucune ville nouvelle, ça c'est sûr, et pas de ville, je crois, qui a un équipement de ce niveau-là, petit, moyen et grand, de salles qui servent aussi bien à la vie associative qu'à la vie culturelle, et à un très haut niveau, avec une programmation d'une richesse absolument incroyable, et qui fonctionne. Est-ce que c'est pas trop ? Non, parce qu'a priori, ça fonctionne. C'est un problème qu'on peut se poser. Non, ça fonctionne à plein. Le théâtre de Saint-Quentin, on est en train d'exploser en ce moment au niveau de la fréquentation, mais les autres lieux marchent très bien aussi. Une maison de la poésie, il n'y en a pas deux en Île-de-France. Il y a la maison de la poésie à Paris,
et celle de Saint-Quentin-en-Yvelines. Le réseau de médiathèques, franchement, c'est unique en France, avoir un réseau comme celui-là, où les gens peuvent emprunter des livres, les rendre la ville d'à côté, etc., et toute l'activité qui tourne autour. Non, c'est vraiment une ville qui est bâtie sur un projet culturel et qui continue d'exister. Après, on essaye d'inventer... C'est une responsabilité pour des responsables culturels comme vous. Mais oui, c'est une responsabilité énorme, parce que justement, les lieux de culture, avec peut-être les lieux sportifs, mais peut-être d'une façon encore plus large, sont les seuls endroits où tout le monde se retrouve. Au moment du partage du spectacle, et on fait tous, franchement, on n'est pas que dans la consommation. On est tous dans les rencontres avec les artistes, dans les ateliers, dans toute une vie autour qui se déroule autour. Et donc, ce sont des lieux de vie qui sont partagés, où on a vraiment toutes les classes sociales, les origines, etc. Et le travail qu'on fait permet justement cette mixité, ce mélange-là. Et ça, je pense que ça joue un rôle très très important dans l'identité de la ville et dans son devenir, quoi. Au fond, il y a eu un festival absolument formidable, enfin, qui est aussi fondateur, c'est le festival La Tour prend l'air. Et je vous propose de regarder un sujet, si c'est bon, ce festival, La Tour prend l'air. La Tour a bien pris l'air ce week-end à Voisins le Bretonneux à l'occasion du 4e festival lancé par l'association Conchaprod, un festival tout musique emmené par le groupe qui monte les Massisteria et leur furie métal communicative, nourrie dès l'enfance par la Mano Negra et Noir Désir. Le message qu'on veut faire passer, c'est cultivez-vous, c'est profiter de la vie, vivre les bons, souvent le peu de bons moments qu'on a, les vivre vraiment intensément. Ouais. Merci, bonsoir. Le festival n'aime pas les étiquettes et le prouve. Sans Severino, l'archétype, le swing délicieux, des chansons à texte, de l'esprit, rien que de l'esprit. C'était le bon temps, les films de guerre, les figurants, morts de rire la gueule en sang. Aujourd'hui double cacheton, pour ceux qui tombent du pont, Maurice Dupont. Le message de Conchaprod, c'est restons ouverts mais restons conscients, gardons les idées claires. Il y a des choses à faire, on ne les a pas sans rien, donc il faut être présent sur le terrain au quotidien et se battre, c'est un combat permanent. Le festival aura reçu durant ces 2 jours 2800 spectateurs, c'est plus du double de l'an dernier et accueilli 15 groupes. À terme, l'objectif de l'association, créer une salle pour les musiques actuelles. Dernier plaisir musical avec Benabar, c'est l'histoire d'une fille. Ta mère a demandé, t'as pris tes précautions, ton père a crié, mais il s'est tapé ma fille, ce petit con. Il a fallu vous mettre à debout désarmé, il était encore furieux mais parlait plus démasculé. Pour penser à autre chose, il a rangé 3 fois le garage, il a tendu le jardin, oh, et salué des voisins. Troisième partie donc, et demain, Eric Ardin a abordé un problème que j'avais commencé un petit peu à aborder. La multiplicité des lieux, elle existe, mais c'est vrai qu'on est dans une période financièrement, économiquement difficile. Est-ce qu'on a assez de moyens pour faire vivre tous ces lieux culturels, Robert Cadalbert? Par rapport à la demande, et en particulier des responsables d'équipement, certainement pas. Mais, oui, ils voudraient plus. Oui, mais c'est vrai que Eric a raison, même s'il garde un peu son utopie de départ, de dire qu'on a... Oui, ça montre qu'il n'a pas vieilli et que Saint-Quentin est encore jeune pendant longtemps. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un vrai problème. C'est une question qu'on se pose depuis maintenant 4-5 ans, de façon assidue. Et la réponse que l'on a tendance à dire, c'est plus de travail en commun, plus de mutualisation, des complémentarités dans les programmations, afin que effectivement les spectacles tournent, la création se fasse, avec cette vie associative qui demande que ça, même si malheureusement dans notre société on devient de plus en plus, on est obligé d'être des consommateurs plutôt des acteurs de la ville. En tous les cas, la culture à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un réseau d'équipements très lourd, parce qu'on aurait pu rajouter à la Maison de la Poésie le musée de la ville. On est aussi un des rares à avoir un musée aussi performant, la Maison de l'environnement, des sciences, développement durable. Il y a un travail avec les écoles aussi qui est très présent. Qui fait tout ce lien. Bon, effectivement, est-ce qu'on pourra continuer
à tenir le coup parce que c'est des charges importantes. Aujourd'hui, on pousse à mutualiser plus tout en gardant les identités de chacun et qu'effectivement, la culture soit bien une charge partagée entre les communes et l'agglomération. Jacques Bourdon, vous avez beaucoup de liens avec les directeurs des salles du territoire? Oui, bien sûr, parce qu'il y a des projets qu'on partage, des projets d'accueil, de spectacle ou de création. Et puis, il y a la saison jeune public qui est partagée avec tous les lieux de l'agglomération qu'on présente ensemble chaque année et qui, là aussi, on peut s'en féliciter, est unique en son genre en France. Une offre de spectacle qui permet de satisfaire les tout petits gamins jusqu'aux adolescents, avec des créations, avec de la danse, du théâtre, de la musique, et justement tout un projet partagé d'action éducative extrêmement intense. 50 ans en Yvelines, ça se sait peu, mais c'est le champion du travail en termes d'action culturelle dans tous les domaines, y compris l'opéra, avec des résultats, oui, assez tout à fait spectaculaires et constants. Et chaque lieu, alors moi je peux Comment on explique ça? Je peux parler de ce qu'on fait dans notre théâtre, mais chaque année on fait 3 ou 4 projets avec des amateurs, et c'est des projets au long cours. C'est pas simplement une rencontre comme ça. C'est des gens qui travaillent toute l'année, des gens qui s'abonnent, qui viennent avec des enfants, les parents, etc. Donc mais c'est toute une. Moi, je pense que c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est l'héritage aussi de la fondation et de l'esprit de la fondation de cette ville qui fait que c'est pas simplement des équipements désincarnés, mais qu'au contraire, il y a d'autres manières de se les approprier. Quand on fait des projets avec des amateurs où on mélange des adultes, des enfants originaires de différents endroits de l'agglomération, de différents milieux sociaux, d'une certaine manière, on essaye. Alors évidemment, on n'y arrive pas toujours aussi bien que ce qui pouvait exister, ou parfois mieux, ça dépend des fois, mais on réinvente, je trouve, cette dimension-là. Et puis il y a une autre chose qui est paradoxale dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Depuis 2008, on va le dire, on peut le baser sur la crise. On a une montée en puissance, et alors ça, on le retrouve au niveau de la région parisienne et d'ailleurs, du besoin de culture. Moi, je dis, il y a une fin de culture. Et le paradoxe, c'est qu'on a des difficultés, effectivement, financières à programmer ce qu'on voudrait, etc. Mais en même temps, une augmentation de la fréquentation qui est très importante, mais vraiment significative. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça montre aussi que dans des périodes d'incertitude dans lesquelles celle qu'on traverse est quand même assez sérieuse de ce point de vue-là. Oui, il y a une sorte de refuge à la culture. C'est un refuge ou un besoin d'une nourriture. Et d'une certaine manière, je trouve qu'on rencontre, notamment quand on discute avec les spectateurs ou les rencontres artistes, spectateurs, etc., on retrouve certains questionnements de la période qui a vu la fondation de cette ville nouvelle. Et je pense que là aussi, du point de vue des idées, et pourquoi pas des utopies, il y a des choses qui demandent à être inventées. Inventer encore. Oui, on peut encore inventer, voilà, malgré l'institutionnalisation. Un mot pour conclure, Robert Cadalbert, est-ce qu'il manque quelque chose encore sur le plan culturel sur le territoire? Certainement. Avec toutes les utopies et les rêves qui sont, on doit... Mais pour moi, cette culture... Ça s'invente ensemble, c'est le socle vivant. On parle souvent de développement durable avec 3 piliers, le développement économique, l'environnement, la solidarité. Mais la culture, c'est pas un autre pilier, c'est le socle qui réunit tout. Parce qu'elle est présente partout, la culture. Même, c'est ce qui reste quand il n'y a plus rien. Absolument. On va rester sur ce mot de conclusion. Merci infiniment à tous les trois. Voilà, cette émission consacrée à la culture est terminée, mais nous serons de retour très bientôt pour une autre émission consacrée aux 40 ans de Saint-Quentin en Yvelines.